Je voulais faire cet épisode depuis le début de l'été. Pas pour parler d'une technique, pas pour expliquer un mécanisme, juste pour te parler de ce que j'observe, de ce que les femmes que j'accompagne me racontent et de ce que ça me fait à moi de les voir changer. Parce qu'après des années à accompagner des femmes dans ce travail sur elles-mêmes, il y a quelque chose qui ne cesse de me toucher. C'est la façon dont le changement arrive. Jamais comme on l'imaginait, jamais au bon moment, jamais de façon spectaculaire, presque toujours dans le détail le plus ordinaire, le plus inattendu. Cet été, j'ai eu plusieurs conversations, plusieurs séances, plusieurs messages qui m'ont rappelé ça. Des femmes qui ont changé quelque chose, pas toutes de la même façon, pas toutes avec le même bruit. Certaines l'ont vu arriver, d'autres l'ont découvert après coup. D'autres n'arrivent pas encore à le nommer clairement, mais elles le sentent. Je suis Peggy, sophrologue hypnothérapeute, et tu écoutes l'épisode 43 d'Harmonie intérieure, l'avant-dernier épisode du festival d'été. Aujourd'hui, je vais te raconter trois d'entre elles, trois femmes, trois façons dont l'été a fait quelque chose, et peut-être que dans l'une de ces histoires, tu vas reconnaître quelque chose qui te ressemble. Commençons par Anne-Sophie, qui est kinésithérapeute. Elle passe ses journées à s'occuper du corps des autres, à absorber, à observer, pardon, peut-être aussi absorber parfois les énergies, à palper, à corriger, à soulager. Et depuis des années, elle avait un rapport particulier à son propre corps. Elle ne le regarde pas, elle ne l'entendait pas, elle le gérait, entre guillemets. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les métiers de soins, dans les métiers du soin. On donne tellement qu'on finit par traiter son corps, son propre corps, comme un outil qu'on entretient juste assez pour qu'il continue de fonctionner. Elle me l'avait dit il y a plusieurs mois, avec cette façon directe qu'elle a de formuler les choses. Je soigne le corps des gens toute la journée et le soir, j'ai l'impression d'avoir oublié que j'en avais un. On a travaillé ensemble sur cet endroit-là, pas sur la performance, pas sur la gestion du stress, sur quelque chose de plus fondamental, lui apprendre à revenir dans son corps sans raison professionnelle, sans objectif de soin, juste être dedans, l'habiter. C'est un travail long, lent. Le corps qui s'est mis en retrait ne revient pas en deux séances, il revient par strates, par petits moments où quelque chose soudainement est perçu différemment. Et l'été a fait quelque chose à Anne-Sophie que le printemps n'avait pas réussi à faire. Elle m'a appelé là, début août. Elle m'a dit, je ne sais pas si tu vas comprendre, mais je crois que mon corps a recommencé à me parler vraiment. Pas pour me dire qu'il est fatigué ou qu'il a mal quelque part, pour me dire qu'il est là, qu'il ressent des choses agréables. Elle m'a dit qu'elle avait nagé en mer pour la première fois depuis des années sans compter les longueurs, sans chronomètre dans la tête. Elle est rentrée dans l'eau, elle a nagé et à un moment, elle a réalisé qu'elle sentait l'eau sur sa peau comme si elle la sentait pour la première fois. La température, la résistance, la légèreté que l'eau donne au corps. Et cette femme qui passait ses journées à palper le corps des autres s'est mise à pleurer dans la mer doucement parce qu'elle venait de sentir le sien. Alors, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas une belle baignade, c'est une femme qui a retrouvé quelque chose qu'elle avait perdu progressivement, sans même s'en rendre compte. Le droit d'habiter son propre corps pour produire, pas pour soigner, juste pour vivre dedans. Et elle m'a dit quelque chose qui m'est resté. Elle m'a dit, j'ai passé des années à apprendre aux gens à écouter leur corps, et là, pour la première fois, j'ai écouté le mien. Pas comme une kinésithérapeute, comme une femme. Parlons maintenant de Marguerite. Marguerite m'a envoyé un message cet été, un message assez long, écrit tard le soir, avec ces fautes de frappe, vous savez, qu'on fait quand les mots arrivent plus vite que les doigts. On avait travaillé ensemble il y a 2 ans, quelques séances. Elle était venue avec ce sourire poli, qu'ont les gens qui savent quelque chose par curiosité, mais qui ont déjà à moitié décidé que ça ne changerait rien. Elle m'avait dit d'emblée, je suis quelqu'un de très rationnel. Je ne suis pas sûre d'être le bon public pour ça. Et je lui avais dit que c'était parfait, que les gens qui observent bien sont souvent ceux qui progressent le plus.
et on avait travaillé. Elle était repartie sans grande conclusion, sans révélation spectaculaire, avec juste quelque chose de posé différemment, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Et puis la vie avait repris. Le suivi s'était arrêté, je n'avais plus de nouvelles. 2 ans plus tard, je reçois ce long message. Et dans ce message, elle me racontait qu'elle avait retrouvé une amie proche qu'elle n'avait pas revue depuis exactement 2 années. Une de ces amitiés profondes que la vie fait s'éloigner sans raison précise. Elle s'était retrouvée autour d'un dîner et à un moment de la soirée, son amie s'était penchée vers elle et lui avait dit quelque chose que Marguerite n'avait pas vu venir. Son amie lui avait dit, tu sais ce qui est différent chez toi? Tu n'interromps plus les gens. Avant, tu finissais les phrases des autres. Tu finissais la phrase des autres avant qu'ils arrivent au bout. Maintenant, tu attends, tu les laisses aller jusqu'au dernier mot, jusqu'à leur dernier mot. Et quelque chose dans ton visage aussi a changé. Tu sembles moins, moins en train de te battre. Marguerite m'a écrit qu'elle était rentrée chez elle ce soir-là et qu'elle avait pleuré longtemps. Alors, ce n'était pas une grande révélation pour elle, mais parce que dans ces mots, elle avait entendu quelque chose d'immense. Elle avait entendu qu'elle n'avait plus besoin de prendre de la place en urgence, qu'elle n'avait plus cette peur sourde de disparaître dans une conversation si elle ne se manifestait pas assez vite, que quelque chose en elle était suffisamment ancré pour qu'elle n'ait plus à occuper l'espace des autres pour tenir debout dans le sien. Elle n'avait pas vu ce changement arriver. Elle l'avait vécu de l'intérieur, trop près pour le percevoir. Et pourtant, dans sa vie, des choses avaient changé sans qu'elle les relie à ce travail. Ses relations de travail étaient différentes. Elle entendait des choses qu'elle n'entendait pas avant, parce qu'avant, elle était trop occupée à répondre avant même qu'on finisse. Sa fille lui avait même dit un soir, sans raison particulière, «Maman, je ne sais pas ce que tu as fait, mais on parle vraiment maintenant. Avant, on causait.» Il avait fallu 2 ans, la distance et le regard d'une amie qui la connaissait avant pour que quelque chose qu'elle portait sans le savoir devienne enfin visible. Et dans son message, Marguerite m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Elle m'a dit, je pensais que je n'avais pas changé, que rien ne s'était passé. Et en fait, je changeais profondément et je ne m'en rendais pas compte. Parce qu'on ne voit pas ce qu'on devient. On ne voit que ce qu'on était. Elle m'a aussi dit quelque chose de plus personnel encore. Elle m'a dit, j'ai l'impression que j'ai arrêté de courir après quelque chose que je ne savais même pas nommer. Et maintenant, et que maintenant, je suis juste là. Et c'est suffisant. C'est ça, la transformation profonde. Pas le déclic spectaculaire, pas la révélation qui change tout en une nuit. Le fait de se retrouver 2 ans plus tard à dîner avec une amie et d'entendre dans ses mots ce qu'on est devenu. Et de réaliser qu'on n'est plus celle qu'on était. On ne sait pas exactement quand ça s'est passé, mais que c'est réel. Et enfin, la dernière personne dont je vais vous parler dans cet épisode, c'est Diane. Alors, Diane travaille avec des plans. Elle est architecte. Elle prend des mesures. Elle travaille avec des structures. Elle pense en volume, en espace, en contrainte. Et depuis des années, elle vivait avec un niveau de vigilance intérieure tellement constant qu'elle ne le percevait plus. Ce n'était plus du stress pour elle, c'était sa façon normale d'être au monde. Elle m'avait dit lors de nos premières séances, je crois que je n'ai jamais vraiment relâché. Pas depuis l'adolescence, il y a toujours quelque chose à anticiper, à gérer, à ne pas rater. Et même quand tout va bien, j'attends que ça se complique. On a travaillé sur cet endroit-là pendant plusieurs mois, sur cette hypervigilance qui était devenue un mode de fonctionnement par défaut. Et l'été a fait quelque chose que nos séances avaient préparé, mais pas encore accompli. Elle m'a appelé un matin de juillet, désarçonnée, d'une façon qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Elle m'a dit, il m'est arrivé quelque chose cette nuit et je ne sais pas comment le dire.
Elle avait dormi, vraiment dormi, et elle avait connu un sommeil profond, un sommeil qu'elle ne connaissait pas depuis si longtemps. En fait, ce n'était pas ce sommeil de surveillance à moitié éveillé. C'était un sommeil plein, lourd, profond. Et elle s'était réveillée avec une sensation qu'elle ne connaissait pas tout de suite, qu'elle ne reconnaissait pas tout de suite, parce qu'elle ne l'avait pas ressentie depuis des années. Elle n'était pas en retard sur elle-même au réveil. Il n'y avait pas de liste qui l'attendait derrière ses paupières. Il y avait juste son corps dans son lit qui avait fait ce qu'il était censé faire. Et elle a ajouté après un silence, je crois que j'ai arrêté de serrer les dents pendant la nuit. Ce matin, mes mâchoires étaient décontractées pour la première fois depuis que je m'en souviens. Je ne savais même plus à quoi ça ressemblait. Effectivement, elle souffrait de bruxisme depuis quelques années. Son corps avait pris une décision que sa tête n'avait pas encore ratifiée. Il avait décidé que c'était le moment de lâcher. Alors pas parce qu'il n'y avait plus de problème à résoudre, parce qu'il avait appris progressivement que rester en état d'alerte permanent ne protège de rien. Ça épuise et ça ne protège de rien. Mais ce qui m'a le plus touché dans ce que Diane m'a raconté, c'est ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi. Elle m'a dit que des décisions qu'elle avait du mal à prendre depuis des mois étaient devenues moins lourdes. Pas parce elles étaient plus simples objectivement, mais parce qu'elle les prenait depuis un endroit en elle qui était moins saturé. Elle avait de la place pour peser les choses sans être déjà épuisée avant de commencer. Elle m'a dit quelque chose qui m'a arrêtée. Elle m'a dit, je crois que j'ai passé des années à gérer ma vie depuis la peur. Et là, pour la première fois, j'ai l'impression de la gérer depuis un autre endroit. Je ne sais pas encore depuis quoi exactement, mais c'est différent. Et c'est beaucoup moins fatigant. Ce n'est pas une histoire de mâchoire, c'est une histoire de femme qui a arrêté de vivre en mode survie et qui découvre au matin de juillet que c'est ce que c'est que de se réveiller sans être déjà en train de se défendre contre quelque chose. Voilà. Trois femmes, trois histoires très différentes. Anne-Sophie qui retrouve son corps dans la mer, Marguerite qui s'entend dans les mots d'une amie perdue de vue depuis 2 ans, Diane qui se réveille un matin sans être en guerre, et pourtant il y a quelque chose qui les réunit toutes les trois. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas un déclic, ce n'est même pas le travail qu'elles ont fait avec moi, c'est qu'elles ont toutes les trois arrêté de se battre contre quelque chose. Anne-Sophie a arrêté de traiter son corps comme un outil. Marguerite a arrêté de courir après une place qu'elle avait déjà. Diane a arrêté de vivre en anticipant une catastrophe qui ne venait pas. Et cette chose-là, cet arrêt, ne s'est pas produit en séance, il s'est produit dans la vie. Parce que le travail intérieur, quand il est posé, germe à son propre rythme. Dans une mer en août, dans un message écrit 2 ans après, dans une nuit de juillet, on ne voit pas ce qu'on devient, on ne voit que ce qu'on était. Peut-être qu'en écoutant ces trois histoires, quelque chose en toi s'est reconnu. Pas forcément dans les mêmes détails, mais dans cette impression d'être en train de changer sans pouvoir encore mettre les mots dessus, ou d'avoir changé sans l'avoir vu venir. C'est suffisant. C'est même exactement ça. Si ce que tu viens d'entendre te parle, si tu sens qu'il y a quelque chose à déposer, à explorer, à laisser germer, la bibliothèque du bien-être est là pour ça. Des séances audio sur les blessures émotionnelles, le sommeil, le stress, la charge mentale, le mindset. Un outil à portée de main à n'importe quelle heure. Le lien est dans la description. Et si tu veux vivre quelque chose d'immersif, de vraiment dédié à toi, comme ce que Anne-Sophie, Marguerite et Diane ont traversé, mais dans un cadre collectif et accompagné, le week-end L'Art de ralentir a lieu du 9 au 12 octobre sur la presqu'île de Quiberon. 3 jours avec Nadine et moi, tout inclus, les places sont limitées, le lien est aussi dans la description. Vendredi prochain, c'est
le dernier épisode du festival d'été et c'est un épisode que j'ai hâte de partager avec toi. On parle du 1er septembre, pas comme une obligation, comme un rituel de passage. Donc, rendez-vous vendredi. Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose cet été? Est-ce que quelque chose a changé, quelque chose de petit, de discret qui a quand même changé quelque chose? Dis-moi en commentaire, je lis tout. Et si ce podcast t'accompagne, un avis 5 étoiles là où tu l'écoutes aide vraiment d'autres femmes à me trouver. Merci et je te laisse sur ces mots que j'aime à te rappeler. Ton cerveau t'écoute, alors parle-lui avec bienveillance.